Donc, aujourd'hui, je vais parler des difficultés intériorisées chez l'enfant. Je vais commencer juste en parlant de la prévalence de ce type de symptômes, les différences entre les garçons et les filles. Et ensuite, de parler un peu des facteurs de risque, le stress chez l'enfant. Par la suite, je vais parler des conséquences de ce type de symptômes à long terme pour l'enfant. Et puis, je vais terminer ma présentation en parlant des pistes d'intervention pour la gestion de l'anxiété et du stress chez l'enfant. Donc, juste pour commencer, la recherche a démontré deux grands facteurs pour les difficultés chez les enfants. Donc, des comportements qui sont plus intériorisés et des comportements qui sont plus extériorisés. Les comportements intériorisés, les difficultés intériorisées, c'est plutôt les symptômes de la peur, par exemple, de la retraite sociale, de l'inhibition, de l'anxiété et de la dépression. Par contre, les difficultés plus extériorisées, c'est des comportements qui sont plutôt dirigés vers les autres. Donc, ça inclut des choses comme des comportements oppositionnels, l'impulsivité, l'agressivité et aussi des problèmes comportementaux. Aujourd'hui, ma présentation va cibler plus spécifiquement les difficultés intériorisées chez l'enfant. Donc, c'est important de garder en tête que l'anxiété et les inquiétudes sont normales au cours du développement. Donc, on voit chez les bébés, les nourrissons, qu'il y a une peur des étrangers qui va développer. Chez les tout-petits, c'est très commun d'avoir des peurs, par exemple de la noirceur, des monstres, de séparation des parents. À l'âge scolaire, c'est assez commun d'avoir des inquiétudes concernant les blessures ou la mort, des événements naturels comme les orages. Et chez les préadolescents, on voit souvent de l'anxiété autour de la performance scolaire, le statut social, le rejet par les pairs, ainsi que la santé. Donc, ce type d'inquiétudes et de craintes sont assez normales au cours du développement. Par contre, quand il s'agit d'interférer avec le fonctionnement de l'enfant, cela devient problématique et c'est là où on peut penser que peut-être ça devient un trouble d'anxiété. Quand l'anxiété devient trop sévère ou trop fréquent et persistant, parfois on va voir des comportements d'évitement chez l'enfant qui vont interférer avec leur fonctionnement. Un problème, c'est que ce n'est pas toujours facile d'identifier l'enfant anxieux parce que cet enfant-là n'est pas un enfant très dérangeant dans la classe ou à la maison. C'est souvent un enfant qui est tranquille, obéissant et aussi qui veut plaire aux autres. Mais cet enfant-là est souvent tendu. Il cherche souvent à être rassuré. Et comme j'ai dit tantôt, ses inquiétudes et son anxiété peuvent commencer à interférer avec ses activités. Et c'est très important que les parents n'ignorent pas ce type de symptômes ou la peur et les inquiétudes de ces enfants-là. Je vais parler tantôt des enjeux quand on essaie d'estimer la prévalence de ce type de symptômes, mais les troubles anxieux sont les plus prévalents chez les enfants, le plus prévalent des problèmes de santé mentale chez les enfants. Il y a un estimé d'environ 10 à 13% des enfants et des ados qui vivent de l'anxiété excessive. Plusieurs études démontrent que ce type de problème de santé mentale est le plus fréquent chez les enfants et les ados. Et aussi, ça représente possiblement la première forme de psychopathologie chez les jeunes. Il y a différents types de troubles d'anxiété. Et donc, par exemple, on peut voir l'enfant qui s'inquiète beaucoup de toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans le futur. Ce serait plutôt l'anxiété généralisée. On voit aussi souvent l'anxiété de séparation. C'est quelque chose qu'on voit très tôt parfois. C'est un des troubles d'anxiété qui va émerger le plus tôt chez l'enfant. La phobie spécifique aussi. La phobie sociale et le trouble de panique. Et c'est important de garder en tête que ces différents troubles d'anxiété
et leur corrélat va différer un peu selon le trouble. Donc, si l'enfant a une TAG, par exemple, un trouble d'anxiété généralisée, les facteurs qui sont liés à ça ou les comorbidités sont peut-être un peu différents que si l'enfant présente avec une phobie sociale. Donc, comme j'ai dit tantôt, les troubles, l'anxiété de séparation, c'est un des troubles d'anxiété qui va émerger le plus tôt chez les jeunes, ainsi que certaines phobies spécifiques, comme par exemple une phobie des animaux ou des injections. Et la plupart de ces cas-là débutent avant l'âge de 12 ans. Une chose que j'ai mentionné qu'environ 10 à 13 des enfants vont vivre de l'anxiété excessive. Par contre, ce n'est pas toujours facile de vraiment bien estimer la prévalence de ce type de troubles d'anxiété parce que ça va vraiment dépendre des mesures utilisées. Est-ce que c'est plutôt des mesures de diagnostic? Est-ce que c'est plutôt des échelles des symptômes? Ça va aussi dépendre de la période de temps pour évaluer les symptômes. Donc, si on demande des questions, si on pose des questions concernant les symptômes durant le dernier mois ou la dernière année, on va avoir des estimats de prévalence qui sont différents que si on demande la question au cours de la vie, par exemple. Ça va dépendre aussi de la population. Est-ce que c'est une population plus clinique versus communautaire? De l'âge de l'enfant et aussi du sexe de l'enfant. Je vais parler un peu de ça dans quelques diapositives. Donc, une étude longitudinale aux États-Unis, le Preschool Age Psychiatric Assessment, a étudié la prévalence des troubles d'anxiété chez les enfants préscolaires. Et c'est juste pour démontrer que même les enfants très jeunes, de 2-3 ans, on voit qu'il y a une prévalence de 7-8% de ces enfants-là qui ont un trouble d'anxiété. Et ça augmente durant la période préscolaire jusqu'à environ 12% chez les enfants 4-5 ans. Chez l'adolescent, il y avait aussi une étude à grande échelle aux États-Unis qui démontre qu'un étudiant, un ado sur 3, rencontre des critères pour un trouble d'anxiété, mais ça, c'est à vie. Donc, ça inclut toute la période de l'enfance jusqu'à l'anxiété. Donc, ça, c'est quand même juste de démontrer que la prévalence peut vraiment varier selon le type de mesure qu'on utilise. Mais c'est juste de dire que c'est très, très fréquent chez les jeunes. Donc, une question pour vous. Quel trouble est plus souvent lié à l'anxiété chez l'enfant? Donc, le trouble le plus comorbide qu'on voit qui est lié à l'anxiété. Est-ce que c'est plutôt... Est-ce que c'est plutôt B, le trouble oppositionnel, ou C, la dépression? La réponse correcte, c'est la dépression. Donc, les troubles oppositionnels, c'est quand même assez fréquent chez les jeunes, mais le trouble qui est le plus souvent comorbide avec l'anxiété, c'est la dépression. Donc, la comorbidité, c'est assez élevé avec d'autres troubles d'anxiété. Donc, si l'enfant a une phobie spécifique, par exemple, cet enfant-là est plus à risque d'avoir un autre trouble d'anxiété. Mais aussi, la dépression est très prévalente chez les personnes avec un trouble d'anxiété. Donc, une étude a démontré que le risque d'avoir, parmi ceux qui ont déjà un trouble d'anxiété, le risque d'avoir une dépression est 8 fois plus élevé que parmi ceux sans trouble d'anxiété. Donc, avec tout ça, c'est important de garder en tête que c'est un problème qui est très fréquent et c'est important de faire attention avec ces problèmes-là parce que cette problématique prédit des problèmes de santé mentale plus tard, à l'adolescence et à l'âge adulte. Donc, quand on voit un enfant qui a vraiment des symptômes d'anxiété très élevés, cet enfant-là est plus à risque d'avoir des problèmes un peu plus tard. Et en anglais, on dit ça comme gateway disorder. Donc, c'est un problème qui prédit d'autres types de problèmes plus tard. Et les symptômes de la dépression sont comorbides avec l'anxiété, comme j'ai dit. Il y a une étude qui a été faite ici à Québec en utilisant des données de l'étude longitudinale LDEC à Québec, qui démontre que certains facteurs qui sont
important pour les symptômes élevés des enfants, donc des facteurs qui sont prédictifs de certains de ces symptômes élevés, sont un niveau de dysfonctionnement familial élevé, ainsi qu'un sentiment d'efficacité parentale qui est réduit au bas. Donc, le parent qui se sent un peu moins efficace dans leur pratique parentale, là, on voit aussi un risque plus élevé que l'enfant a des symptômes élevés de l'anxiété. Okay? Et c'est juste de dire que même si la dépression est comorbide avec l'anxiété, chez les jeunes enfants, l'anxiété, c'est plus souvent diagnostiqué et la dépression, c'est moins commun à l'enfance avant la puberté. Donc, ça démontre juste la prévalence. Ici, le seul que j'aimerais juste attirer votre attention, c'est juste de regarder en rouge, de démontrer que ça, c'est des difficultés d'anxiété, les troubles d'anxiété chez les enfants de l'âge de 4 ans jusqu'à 18 ans. Et ça démontre que ça, c'est beaucoup plus commun que d'autres problèmes, comme par exemple les problèmes de comportement. On voit les mêmes choses avec une autre étude longitudinale, que si on regarde en haut, les barres en haut, ça sera juste des troubles psychiatriques en général, mais le problème le plus souvent vu chez les enfants et les ados, c'est les troubles d'anxiété. Donc, une autre question pour vous. Avant la puberté, les filles ont une prévalence plus élevée des symptômes intériorisés que les garçons. A, est-ce que c'est vrai? Ou B, est-ce que c'est faux? La réponse est faux. Donc, à l'adolescence, après la puberté, on voit qu'il y a vraiment une augmentation dans les troubles d'anxiété et de la dépression chez les filles. Et on voit que même chez les adultes, que les femmes sont 2 fois plus à risque d'avoir ce type de problème. Par contre, à l'enfance, avant la puberté, les taux de prévalence sont très similaires pour les garçons et les filles. OK, donc juste de faire un petit résumé, les symptômes intériorisés sont très prévalents chez les enfants. Avant la puberté, la prévalence est similaire pour les garçons et les filles. Et c'est important de reconnaître que l'anxiété prédit des problèmes différents à l'adolescence et à l'âge d'adulte. Donc, c'est un facteur de risque pour d'autres problèmes de santé mentale plus tard. Il n'y a pas de cause unique. Donc, c'est vraiment important de penser aux causes vraiment dans le contexte d'un modèle biopsychosocial. Donc, il y a différentes causes biologiques, sociales et psychologiques qui vont quand même interagir pour augmenter le risque. Il y a des facteurs génétiques ainsi que le tempérament de l'enfant pour lesquels certaines seront plus à risque de développer un trouble d'anxiété ou de dépression. Certains facteurs environnementaux, par exemple les pratiques parentales plus coercitives ou plus punitives, sont aussi liés au risque d'avoir de l'anxiété ou la dépression. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, le tempérament joue un rôle. Les enfants plus timides ou avec un taux d'inhibition plus élevé à l'enfance sont plus à risque de développer des troubles d'anxiété ou de dépression. Être fille, donc après la puberté, on voit qu'il y a vraiment cette augmentation dans la prévalence chez les femmes ou chez les filles. Peu de ressources économiques, le divorce, la perte d'un parent, c'est tous des facteurs de risque qui sont liés aux troubles d'anxiété et de dépression. Exposition aux événements de vie stressants, les troubles d'anxiété ou la dépression dans la famille. Donc, dans un sens, ça touche sur le contexte aussi, le facteur de risque génétique. Un historique de troubles de santé mentale chez un parent. Et un taux élevé de cortisol. Je vais parler un peu de ça, mais ça touche plutôt sur la réactivité biologique au stress de l'enfant qui augmente le risque. Plusieurs études démontrent qu'un certain tempérament ou personnalité de l'enfant
est prédictif de problèmes de santé mentale plus tard à l'adolescence et à l'âge à l'enfance et à l'âge de l'adolescence. Et c'est plutôt le tempérament plutôt d'inhibition et de timidité, ainsi que l'autre extrême de désinhibition. Ces deux extrêmes sont liés à plus de risques plus tard d'avoir des problèmes. Une chose qui est très intéressante, c'est que les enfants anxieux ont souvent un parent anxieux. Et le parent anxieux peut croire quand même que son rôle est de protéger l'enfant. Donc, quand l'enfant est anxieux dans certaines situations, le parent peut-être va lui aider peut-être d'éviter certaines situations qui lui causent du stress. Le problème avec cette approche-là, c'est que l'enfant ne développe pas l'opportunité de développer sa résilience et sa compétence. Et donc, l'enfant peut apprendre à éviter. Et ça, quand même, aide à continuer le problème. Donc, c'est quelque chose que je vais parler vers la fin dans les interventions. Maintenant, je vais parler un peu du stress. Quand même, il y a un bon stress. Et quand on parle du bon stress, c'est quand le stress est quand même léger et que l'enfant peut bien maîtriser le stress. Donc, ça peut être bénéfique pour le développement. Et juste pour donner un exemple, si l'enfant a un examen et ça lui stresse un peu, ça peut être bénéfique que l'enfant va étudier bien préparé. Mais la chose importante, c'est que l'enfant quand même peut maîtriser la situation. Cependant, lorsque le stress dépasse la capacité de l'enfant à y faire face, c'est là où on voit peut-être des conséquences sur la capacité d'apprendre et de fonctionner. Et c'est aussi important de reconnaître que le stress n'affecte pas seulement les adultes ou les ados, mais même on peut voir que les jeunes enfants peuvent être stressés. Et le stress peut avoir un effet néfaste sur la santé mentale, même des enfants plus jeunes. Quand on parle d'une situation stressante, ça veut dire quoi? Donc, c'est une situation stressante, c'est plutôt qu'on a un contrôle faible de la situation, c'est imprévisible, c'est nouveau, et puis notre ego peut être menacé dans cette situation. Si ça vous intéresse, Sonia Loupien à l'Université de Montréal, elle est vraiment une experte internationale sur le stress et son site web est vraiment excellent pour avoir différentes informations sur ses programmes de gérer le stress aussi. Donc, il y a différentes sources de stress chez l'enfant. Par exemple, les problèmes avec les pairs, l'intimidation à l'école, c'est un facteur assez important pour le risque de stress. L'anxiété de performance scolaire chez les enfants, d'être surprogrammé, d'overscheduling. L'enfant n'a pas vraiment du temps libre parce qu'il y a toujours plein d'activités. Il y a des facteurs familiaux, par exemple le divorce ou un deuil dans la famille. Stress chez le parent. Donc, comme j'ai dit tantôt, avec l'anxiété chez l'enfant et l'anxiété chez le parent, on voit quelque chose de similaire avec le stress. Quand le parent est vraiment stressé, il y a quand même, ça augmente, c'est une source de stress quand même pour l'enfant. Et le changement d'école ou les transitions à l'école aussi, c'est une source de stress chez les enfants. Donc, quand je parle de transition, ça peut être la transition à la maternelle et à la première année, quand on voit un changement dans le nombre d'enfants dans la classe, les différences dans la capacité d'autorégulation et aussi des nouvelles règles et structures dans la classe. Les enfants aussi, les préadolescents, adolescents, quand il y a la transition à l'école secondaire aussi, ça c'est une source assez importante de stress chez les jeunes. Par contre, l'entrée à l'école est un facteur de stress social normatif chez l'enfant. Donc, tous les enfants vont quand même débuter l'école. Et c'est pourquoi il y a certains enfants qui sont plus stressés par ça. Donc, certaines ont beaucoup plus de difficultés que les autres avec ce type de transition.
Juste une autre question pour vous. Quels sont les indices qui permettent de détecter un trouble lié à l'anxiété comme parents, éducateurs ou intervenants? Est-ce qu'on peut détecter ce trouble-là par un changement dans le comportement de l'enfant? A. Pleure souvent que d'habitude, irritabilité, et puis toutes les réponses. OK. Donc, c'est la bonne réponse, toutes les réponses, à 97%. Donc, une question importante, c'est comment reconnaître le stress chez l'enfant? C'est pas toujours facile, comme l'anxiété, de vraiment détecter un enfant qui vit du stress ou de l'anxiété. Et ça, c'est particulièrement problématique chez les plus jeunes qui peut-être ne peuvent pas nécessairement verbaliser ces problèmes-là. Donc, il est important que les parents puissent reconnaître ce type de symptômes. Et comme on a vu tantôt avec le petit Paul, il y a des changements dans le comportement, une irritabilité, pas de plaisir dans des choses qu'il aimait avant. L'enfant pleure plus souvent que d'habitude. Donc, tous ces types de symptômes-là indiquent que peut-être cet enfant-là vit du stress. Donc, certains enfants, comme j'ai dit, tout le monde va vivre une certaine transition et certains enfants vont être plus stressés de ces événements que d'autres enfants. Et certains enfants sont plus à risque parce qu'ils sont plus sensibles à leur environnement. Et la sensibilité peut être liée à leur tempérament, donc leur personnalité. Par exemple, un tempérament qui est l'enfant qui est beaucoup plus inhibé. Aussi, les personnes avec un manque d'estime de soi sont plus à risque d'être affectées par le stress. Et puis, il a été démontré qu'une augmentation dans la réponse biologique au stress, et quand je parle de ça, je parle plutôt d'une augmentation dans l'hormone cortisol qui peut s'avérer un facteur de risque pour les troubles anxieux. Je vais juste donner une bref survol de ça, mais c'est juste de dire que quand quelqu'un est stressé, son corps, quand même, va produire de cortisol. Et on peut mesurer le cortisol dans la salive pour avoir une idée de réponse biologique plus accrue du stress. Et on peut aller aussi chercher le cortisol dans les cheveux pour avoir une idée du réponse au stress plus chronique autour de quelques mois, par exemple. On n'est pas toujours là avec la pratique clinique, mais c'est intéressant au niveau de recherche d'avoir une meilleure idée de les mécanismes parfois qui peuvent sous-tendre qui est plus à risque d'avoir des problèmes d'anxiété, de réagir plutôt à leur environnement pour avoir un stress plus élevé. Donc, deux aspects du tempérament de l'enfant ont été associés à des niveaux de cortisol élevés. L'enfant très timide et inhibé, et par contre l'autre extrême, donc l'enfant qui est vraiment un tempérament très extraverti, ces deux types de profils quand même sont associés à des niveaux de cortisol plus élevés, donc une réactivité au stress plus élevée. Et c'est juste pour dire que ces mesures biologiques de stress ont été démontrées durant, par exemple, les jeunes enfants avec des troubles intériorisés. On a trouvé que ces enfants-là avaient un taux plus élevé de cortisol. On voit que chez certains enfants, que le taux de cortisol augmente durant certaines périodes de transition, disons transition à l'école et aussi secondaire. Donc, je vais parler brièvement des conséquences de l'anxiété et du stress pour le fonctionnement de l'enfant. Et comme j'ai dit tantôt, l'anxiété, les troubles d'anxiété chez les jeunes enfants sont prédicteurs des problèmes plus tard de la santé mentale, comme la dépression et aussi d'autres troubles de santé mentale. Il y a d'autres études qui démontrent que la dépression précoce mène à l'anxiété plus tard, mais comme j'ai dit, la dépression chez les jeunes, c'est un peu moins commun que l'anxiété chez les jeunes. Les troubles d'anxiété sont liés à un faible rendement scolaire
ainsi qu'une sous-réalisation du potentiel de l'enfant. C'est aussi lié à un refus scolaire parfois parce que peut-être l'enfant a une phobie sociale ou il y a une anxiété de séparation. Donc là, on peut voir parfois un refus scolaire chez l'enfant plus anxieux. L'enfant peut démontrer un engagement plus faible dans le contexte de la classe qui pourrait quand même avoir un impact sur leur apprentissage. C'est aussi lié à des relations sociales moins bonnes. Donc, les enfants atteints d'anxiété peuvent démontrer des attentes sociales négatives et une faible compétence sociale, ainsi qu'un niveau d'anxiété sociale plus élevé que leurs pairs sans ce type de difficulté. Aussi, un niveau de stress excessif peut diminuer la capacité de l'enfant à se concentrer et à se souvenir des choses. Donc, maintenant, je vais donner un survol des pistes d'intervention pour la gestion de l'anxiété et du stress chez l'enfant. Donc, c'est important de garder en tête qu'il n'existe pas un seul plan de traitement. Le plan d'intervention sera individualisé pour répondre aux besoins de l'enfant aussi que la famille. Mais c'est juste de dire qu'une chose est commune parmi les différentes approches d'intervention, c'est que le focus, ce sera sur le renforcement des compétences et de la résilience chez l'enfant. Donc, une approche qui est vraiment basée sur les données probantes, qui a été démontrée d'être très efficace pour gérer des troubles anxieux chez les jeunes, c'est des programmes individuels ou en groupe qui sont basés sur l'approche cognitive et comportementale. Et juste pour vous donner une idée de c'est quoi, dans cette approche-là, on apprend à l'enfant à identifier ses pensées négatives et maladaptives, de les évaluer et de clarifier ces pensées-là, et de les aider à développer des stratégies d'adaptation efficaces. Donc, le but, c'est pas d'éviter des situations qui leur stressent ou qui les font anxieux, c'est vraiment d'identifier les pensées maladaptives, d'essayer de réévaluer ces pensées-là et de développer des stratégies d'adaptation. Juste pour donner quelques exemples qui sont connus dans le domaine, il y a certains programmes qui sont vraiment basés sur une approche de groupe. Donc, Paula Barrett, en Australie, a développé un programme qui vise à traiter l'anxiété et la dépression en favorisant la résilience chez les enfants. Et ça, c'est un format de groupe. C'est quelque chose qu'on voit que les groupes vont se rouler, par exemple, dans les écoles, dans la classe. Il y a aussi un programme Coping Cat qui est très bien connu. C'est développé par Philip Kendall, qui est un expert aux États-Unis sur l'anxiété chez l'enfant. Et ça, c'est plutôt une approche individuelle basée sur la thérapie cognitive et comportementale. Si vous êtes intéressé par ça, Philip Kendall a son site web, Coping Cat, qui a beaucoup d'informations pour les parents et les intervenants concernant cette approche-là. Aussi, Sonia Loupien, à l'Université de Montréal, a développé plusieurs programmes de gestion de stress pour les jeunes ainsi que les adultes. Si ça vous intéresse, elle a un programme en ligne aussi pour gérer le stress. Mais elle a aussi des programmes qui s'appellent par exemple Distress et Progress qui se roulent dans les écoles. Et le programme vise à éduquer les jeunes sur les causes du stress, les effets physiques et cérébraux de stress et les mesures à prendre pour diminuer les effets de stress. Donc, c'est vraiment axé sur la psychoéducation pour les aider à mieux comprendre ce qu'ils vivent et pour mieux gérer les symptômes. Qu'est-ce que les écoles peuvent faire pour aider les enfants? Donc, la psychoéducation est vraiment importante, d'aider les enfants à mieux connaître et mieux comprendre leurs émotions, aussi leurs symptômes de stress, de mieux comprendre et reconnaître les signes et les symptômes, d'avoir un environnement scolaire qui les soutienne,
un bon contact avec les parents et aussi l'implantation des interventions contre l'intimidation, parce qu'on sait que l'intimidation est un facteur assez important comme source de stress pour les enfants. L'aide que les parents peuvent fournir, donc vraiment aussi comme les écoles, d'aider les enfants à apprendre à mieux reconnaître et exprimer leurs émotions, d'avoir une interaction positive avec l'enfant, donc des pratiques parentales qui sont plus positives au lieu de baser sur les aspects punitifs, et de démontrer un intérêt dans le parcours scolaire de l'enfant. Aussi de mieux gérer leur propre stress, parce qu'on sait que le parent stressé, parfois c'est une source de stress pour l'enfant. Donc ça, c'est quand même important d'être comme modèle pour l'enfant, de bien gérer le stress. D'écouter et de parler avec les enfants concernant leur inquiétude, d'éviter la surprogrammation et ce qui est vraiment important, c'est de rechercher de l'aide si les symptômes persistent ou si ça commence vraiment à interférer avec la vie de l'enfant. Donc, juste pour conclure la présentation, on a vu que les difficultés intériorisées, comme l'anxiété et la dépression, sont très prévalentes chez les enfants et les ados. Ces problèmes-là sont quand même importants parce qu'ils sont liés aux difficultés de santé mentale plus tard, à l'adolescence et même à l'âge adulte. Il y a plusieurs facteurs qui vont interagir quand même pour augmenter le risque chez l'enfant à développer des difficultés intériorisées. Et c'est vraiment important de reconnaître ces difficultés intériorisées chez les enfants et d'intervenir assez rapidement pour minimiser les effets à long terme. Et on a vu tantôt certaines approches d'intervention quand même qui visent à vraiment favoriser la résilience et les compétences de l'enfant pour les aider à gérer leur stress et leur anxiété. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Il va me faire plaisir de répondre à vos questions.